Élire un maire, c'est élire un sénateur, enfin pas exactement, mais presque. Je vous explique. Ce ne sont pas les citoyens comme vous et moi qui élisent les sénateurs, mais les grands électeurs au suffrage universel indirect. Ces grands électeurs, ce sont les parlementaires, les conseillers régionaux et départementaux. Et surtout, les délégués des conseils municipaux, élus au municipal. Ils représentent plus de 90% de l'ensemble des grands électeurs. Au total, ce collège électoral des sénateurs rassemble 162 000 personnes et assure le lien entre la démocratie nationale et locale, avec un objectif, que tous les territoires soient représentés. C'est pour ça que les municipales sont stratégiques pour les partis politiques, même à l'échelle locale. Elles déterminent notamment leur poids dans le futur hémicycle du Sénat. Les élections sénatoriales, elles, ont lieu tous les 3 ans. À chaque renouvellement, on élit la moitié des sénateurs répartis en 2 séries. Et le vote des grands électeurs est obligatoire. Donc, en élisant un maire, vous influencez indirectement sur la composition du Sénat. Et sachez que les prochaines élections sénatoriales auront lieu en septembre prochain. Et voilà pour ces explications. On va en parler avec vous. Bonjour Yves Tréhard, merci d'être là, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Pablo Pio-Vivien. Merci également d'être avec nous, rédacteur en chef de la revue Regard. On a vu un petit mot sur les grands électeurs, parce que les municipales, c'est une élection à double enjeu politique. Il y a évidemment l'élection des maires, et puis après, ça va entraîner la composition du Sénat. Il y a un double enjeu, du coup, Yves, et évidemment, ça compte pour les partis politiques. Ah bah oui, c'est très important, et c'est très important que, effectivement, cette année, parce qu'on sait que et le Rassemblement national et la France insoumise espèrent bien faire une entrée au Sénat, justement. Comme ils sont en position de force, alors c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'ils sont en position de force nationalement et l'un et l'autre, et localement, bah, ils sont très très peu implantés. Le Rassemblement national, depuis 40 ans, n'a pas vraiment réussi à s'implanter localement. La France insoumise, qui est un parti nouveau pour le coup, enfin un mouvement, puisque c'est ainsi que veut l'appeler Jean-Luc Mélenchon, c'est un mouvement qui est très très peu implanté également. Donc ça, c'est pour eux des élections à gros enjeux, et c'est pour ça qu'ils présentent et l'un et l'autre énormément de candidats aux municipales, parce que évidemment, plus ils auront d'élus aux élections municipales, plus ils auront de chances eh bien, d'obtenir des sénateurs à la rentrée au mois de septembre. Enfin, pour l'instant, quand on regarde les projections, c'est pas tout à fait les mêmes augures pour le Rassemblement national et pour la France insoumise. La France insoumise, pour l'instant, ne gagnerait que quelques mairies. On pense à Roubaix et on pense à quelques autres, y compris dans les plus petites villes, les villes de moins de 10 000 habitants. Pour le Rassemblement national, eux, ils ont des endroits, je pense notamment au sud-est, où ils pourraient faire des scores très importants. On est au conditionnel, on est au conditionnel encore. Hein. On est au conditionnel, mais sur les projections, voilà, on ne parle pas de la même chose. Et donc, l'entrée derrière au Sénat, dans l'idée, dans les projections, le Rassemblement national pourrait même avoir jusqu'à un groupe, enfin, ça c'est dans les projections les plus optimistes pour le Rassemblement national, un groupe au Rassemblement national, au Sénat, ce qui serait une grande nouveauté dans la haute chambre, sachant que on a parlé de ces deux groupes, mais il y a aussi le Parti socialiste et les LR qui, eux, sont déjà très implantés au Sénat, et eux, ils ne voient pas d'un très bon œil l'entrée de ces autres forces, parce que ça voudrait dire qu'ils perdraient nécessairement des sièges. Ouais, et la France insoumise qui voit dans ces municipales, notamment Jean-Luc Mélenchon, le début d'un affrontement avec le Rassemblement national. Chaque commune gagnée par LFI sera un bastion antifasciste en cas d'arrivée au pouvoir du RN en 2027. C'est ce qu'il dit. C'est de la logorée mélenchonienne, comme si on était à la veille d'un raz-de-marée fasciste. Enfin bon, vous savez, je crois que c'est Pasolini qui disait que le fascisme reviendra par l'antifascisme. Les fascistes, à mon avis, ils sont à gauche aujourd'hui, bien davantage qu'à l'extrême droite. Donc, c'est n'importe quoi. C'est même pas la peine de commenter des propos aussi vides de sens. Enfin, toute sa vie, Pasolini a combattu le fascisme, y compris dans les années 70. La phrase est de lui, hein, donc... Peut-être, mais je ne sais pas dans quel contexte elle était insérée. Et vraiment, il parlait au présent du fascisme, y compris dans les années 70, dans un moment où on aurait pu imaginer qu'en Italie, le fascisme avait disparu. D'ailleurs, beaucoup de contemporains de l'époque disaient « Non, mais pourquoi on nous parle encore de fascisme en Italie? Ça n'existe plus. » Lui disait « Si, ça existe encore. » Et je le combats. Pour revenir à Jean-Luc Mélenchon et à la France insoumise, le positionnement, et d'ailleurs ça vaut aussi pour le Rassemblement national, il y a des tests en fait qui sont
faits dans les villes. On voit ce qui est fait, par exemple, à Paris et Marseille, en ce qui concerne la France insoumise. À la fois, Sophia Chikirou et Sébastien Delogu sont dans des postures très agressives vis-à-vis notamment des partenaires, des ex-partenaires du nouveau Front populaire, le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon, il va regarder après, et la France insoumise, ils vont regarder après, voir ce qui s'est passé, ils vont voir si Sophia Chikirou et Sébastien Delogu, les scores qu'ils ont faits, et ensuite, ils diront, bon, en fait, cette stratégie de la castagne à gauche, ça marche moyen, ou alors, ça marche très bien, et tiens, refaisons la même chose pour la présidentielle. Il en va de même pour le Rassemblement national. Vous voyez, il y a des candidats, moi je regarde beaucoup la municipale de Toulon, où c'est Laure Lavalette qui se présente. Laure Lavalette, c'est extraordinaire, elle est députée RN, c'est une historique du Rassemblement national, c'est même une figure très présente dans les médias, une porte-parole du Rassemblement national. Elle se présente, elle met le logo de nulle part. Et puis moi, j'ai appelé des amis toulonnais, elle dit non mais c'est extraordinaire, elle ne veut pas qu'on parle du Rassemblement national, elle est une candidate, on dirait comme ça, sortie d'un chapeau, et puis elle fait ses propositions pour la ville de Toulon. Il y a le passif qui a un peu marqué la ville de Toulon, où le Front national avait pris la ville, et ça s'était pas très bien passé. Et Jean-Marie Le Chevalier en 95. Jean-Marie Le Chevalier, exactement. Et ils ont encore, en fait, cette plaie-là. Et donc, du coup, peut-être qu'elle veut s'éloigner de ça. Mais cette stratégie, je la trouve originale. Et je me dis, est-ce que ça préfigure aussi la présidentielle du Rassemblement national, qui voudra peut-être se décoller de son étiquette? J'entendais encore sur votre plateau tout à l'heure Marion Maréchal Le Pen qui disait, moi, je veux me décoller... allons voir les LR, elle l'a dit à 2 reprises. Moi, je pense que c'est là-bas, en fait, qu'il faut développer le Rassemblement national. Voilà, je vois, en fait, qu'il y a des tests qui sont faits dans ces municipales pour la France insoumise et le Rassemblement national. À Toulon, elle a affaire, justement, à des candidats LR qui veulent absolument pas faire cause commune avec Mme Lavalette. Et qui sont divisés. Et ils sont divisés en plus. Il y a effectivement deux listes de droite. Juste puisqu'on parlait, Pablo parlait de ces possibles alliances, on a entendu Sarah Knafo. Il n'y a pas de possibles alliances. Sarah Knafo ce matin, elle dit si on veut gagner, c'est-à-dire la droite à Paris, il faut qu'on soit unis. Sous-entendu, il faut une alliance avec Rachida Dati. De toute manière, je vais vous dire une chose. Que ça soit à gauche ou à droite, ce n'est pas les appareils de parti qui vont décider. Les alliances, les unions, elles se feront par la base. C'est vrai, on peut dire ce qu'on veut du Parti socialiste et de la France insoumise. C'est les électeurs qui décideront si ils votent la France insoumise pour ce qui est des socialistes. Et c'est pareil à droite. Si les électeurs de droite décident de voter Rassemblement national, ils voteront Rassemblement national. Mais vous avez énormément de têtes d'affiche, par exemple, de droite, pour qui il est insupportable et impossible de parler d'alliance avec le Rassemblement national. Et on aimerait bien que ça soit pareil pour le PS avec le LFI. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais ce n'est pas les appareils qui décideront. Les partis, aujourd'hui, ont vraiment une force de frappe qui est très limitée par rapport... Mais est-ce que localement, on ne va pas avoir un début d'union des droites avec ces municipales? Peut-être ici ou là, c'est possible. Mais ça m'étonnerait que ça soit très flagrant. Alors, je suis complètement d'accord avec le camarade Tréhard. Je pense effectivement que c'est le peuple de gauche et le peuple de droite en fait, qui décident qui sont ces candidats et que derrière, les appareils s'alignent. On l'a vu pour le nouveau Front populaire. Franchement, avant les élections, avant la dissolution, personne n'aurait parié un copec sur le fait que toute la gauche allait s'allier parce que entre la France insoumise et le Parti socialiste, ça tapait sévère. Mais au bout d'un moment, les gens de gauche, ils ont dit vous faites alliance là et vous allez tous vous mettre ensemble. Et en 3 jours, c'était fait. Il en va de même pour la droite, je pense. Avec attention, il faut quand même regarder parce que là, il y a des études qui sortent, des études d'opinion qui commencent à sortir et on voit que, par exemple, la possibilité de l'alliance avec le Rassemblement national est de plus en plus acceptée, voire plébiscitée par une partie en fait des électeurs LR. Et alors, on voit qu'il y a une cassure nette entre, d'ailleurs, à ce niveau-là, entre les macronistes, le groupe Ensemble pour la République, etc., et les LR. Les macronistes, ils sont toujours 75% à dire jamais on veut une alliance avec le RN, jamais on ne votera RN.
En revanche, chez les LR, c'était un sondage IFOP qui date d'il y a juste quelques semaines, qui dit, ils sont à peu près entre 60 et 70% à dire, nous, on veut bien, au cas par cas, des alliances avec le RN en fonction de l'élection. Donc là, on voit qu'il y a un basculement, en fait, de cet électorat. Ce qui va dans le sens plutôt, à mon avis, d'une alliance des droites aussi poussée par la base face au péril que constitue pour ces électeurs la gauche, au niveau, que ce soit au niveau municipal ou au niveau de la présidentielle ou des législatives. On va écouter ce qu'en dit l'ancien président de la République, député François Hollande. Non, lorsqu'il y a une menace d'extrême droite, j'ai évoqué ce qui s'est produit en 2024, c'est normal qu'il y ait un barrage qui se fasse... Qui t'a voté LFI? Mais voter LFI pour une élection présidentielle, ça ne sera pas possible, puisqu'il ne sera pas au... Oui, mais moi je vous parle des législatives, des municipales... Pour les législatives ou pour les municipales, pour les municipales par exemple, je ne vois pas de situation où la menace de l'extrême droite justifierait de faire quelque alliance avec LFI. Qu'est-ce que vous en dites? Il faut qu'il tienne la rampe, c'est-à-dire qu'il tienne sa promesse. S'il veut effectivement ne pas faire d'alliance avec LFI, eh bien, il faut faut pas seulement qu'il le dise. Moi, ce que j'ai retenu, c'est Jérôme Guedj, qui d'ailleurs s'est fait élire la dernière fois sans l'étiquette justement du nouveau Front populaire. Et Jérôme Guedj qui dit que néanmoins, entre le RN et LFI, il n'est pas dans le nini, il votera LFI. Donc, est-ce que François Hollande est dans cette même disposition? Je ne sais pas. Mais il faut bien comprendre, je trouve qu'il y a souvent un mélange. Le fait de faire des alliances et qu'est-ce que, in fine, vous iriez voter? François Hollande, Jérôme Guedj, Aurore Lalucq, Raphaël Glucksmann, tous ces gens-là, ils ne veulent pas faire d'alliance avec la France Insoumise. On l'a bien compris. En revanche, ils ne pensent pas en fait que la France Insoumise et le Rassemblement National sont des dangers du même ordre. Et donc, ils considèrent que oui, Aurore Lalucq l'a dit très clairement, elle a dit si on met Jordan Bardella et quelqu'un de la France Insoumise, je voterai la personne de la France Insoumise parce que je ne voterai jamais pour le Rassemblement National. Et je pense qu'il en va de même pour François Hollande ou pour Jérôme Guedj, etc. C'est-à-dire que, par contre, ils ne veulent pas d'alliance. Alliance, ça veut dire au bout d'un moment, tu te retrouves dans un bureau et tu décides, genre, qu'est-ce qu'on fait de la circo, comment on crée la nouvelle liste d'union, etc. Ça, ils ne le feront pas. Mais vous savez, ça a existé à d'autres endroits. Moi, je me souviens d'élections régionales, les dernières élections régionales, où pour faire front contre le Rassemblement National et l'extrême droite, la gauche s'était retirée. Elle avait fait un espèce de... C'est pas un soutien sans participation, c'est juste... Elle avait décidé de ne pas aller au deuxième tour pour permettre, en fait, à la liste de Xavier Bertrand, en l'occurrence, de l'emporter largement. Mais elle n'avait pas fait d'alliance avec Xavier Bertrand. Il n'y avait pas eu d'alliance du Parti socialiste. Ils n'avaient pas mélangé leur liste. Voilà ce dont on parle lorsqu'on parle de François Hollande, Jérôme Guedj et Raphaël Glucksmann. Et d'autant que la France Insoumise est toujours sous pression politique après le meurtre de Quentin Derangue. On voit les réactions de ce week-end résumées par Aurélien Romano. La France Insoumise continue d'être interrogée sur sa responsabilité dans le climat de violence qui a mené à la mort du militant identitaire Quentin Derangue. Avec la mise en examen d'un collaborateur du député LFI Raphaël Arnaud, l'étau se resserre. Nous n'avons absolument aucune responsabilité dans ce drame. Ni une responsabilité judiciaire, ni une responsabilité morale, ni une responsabilité politique. LFI va-t-il devenir un parti paria de la politique française? Laurent Wauquiez parle d'une formation politique toxique pour notre vie démocratique qui doit être isolée et ostracisée politiquement. À gauche, sans aller jusqu'à de telles déclarations, des responsables appellent à rompre nettement avec le parti de Jean-Luc Mélenchon. Plus aucune relation électorale, programmatique, politique avec la France Insoumise. Une position tranchée qui n'est pas encore celle de la direction du Parti socialiste, une contradiction soulignée par le chef du parti Renaissance. J'appelle le Parti socialiste à clarifier cette situation. Ils ne peuvent pas d'un côté dire on se sépare de la France Insoumise et en même temps, en catimini, préparer des accords avec la France Insoumise sur les municipales. À 3 semaines du premier tour des municipales, cette prudence à l'égard de LFI est partagée par les écologistes et les communistes, les anciens partenaires électoraux de la France Insoumise. Est-ce que ce qui s'est passé à Lyon, Yves, ça va avoir des effets politiques durables sur la France Insoumise? C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Ce qui s'est passé à Lyon, bon,
Jean-Luc Mélenchon ne l'avait évidemment pas programmé, imaginé, souhaité, mais il y a une responsabilité politique évidente de la part du président de LFI. Et si vous voulez, il a théorisé la posture qui est celle d'une violence, d'une révolution civique, comme il dit, mais qui est protéiforme, d'une certaine façon. Donc, vous savez, il a une règle d'or, c'est celle de Roy Cohn. Il ressemble beaucoup à Trump, Mélenchon. Hein. C'est le même style d'autocrate et de dictateur au petit pied. C'est-à-dire qu'il faut d'abord attaquer. Ensuite, il faut nier, mentir. Et troisièmement, il faut s'arroger la victoire. C'est exactement ce qu'il fait dans tous les cas. Et c'est ce que, depuis une semaine, on entend sur tous les plateaux. C'est extraordinaire de voir tous les élus de la France insoumise répéter comme des perroquets exactement cette technique-là. Pour ça, ils sont extraordinaires. Mais est-ce qu'en faisant ça, il ne s'assure pas aussi un socle électoral ? Mais bien sûr, peut-être que c'est... Parce que c'est le pari qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a fait ce pari-là, c'est-à-dire bordéliser, c'est-à-dire conflictualiser. C'est le pari de sa politique. Je suis partiellement en accord avec ce que vient de dire Yves sur le pari de Jean-Luc Mélenchon. Il y a un pari qui est fait parce que à gauche, d'ailleurs comme dans une partie de la droite, je pense qu'il y a un problème de constat. Et le constat de Jean-Luc Mélenchon, le pari qu'il fait, c'est de dire il y a des dynamiques fascistes qui sont à l'œuvre dans le monde et en France, et donc il nous faut un antifascisme fort. Et là, il y a débat sur les voies et moyens pour lutter contre ce péril fasciste qui menace la société française. Et je le vois, hein, à gauche, tout le monde est là. Bon, est-ce que l'autodéfense populaire, comme elle est proposée par la Jeune Garde, est-ce que c'est la bonne manière de lutter contre le fascisme? Et là, il y en a qui disent « Ouais, c'est super, il faut reprendre position dans la rue, etc. » Et donc, finalement, la bataille de rue, dans une certaine mesure, elle est validée, elle est avalisée, elle est presque promue. Et puis, vous en avez une autre partie de la gauche qui dit que non, attention, la violence enferme, y compris ce que la Jeune Garde appelle l'autodéfense populaire, c'est pas la bonne manière. Ce qu'il nous faut, c'est un projet alternatif pour triompher par les urnes. Et c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, ils ont toujours ces deux pieds. Ils ont ce pied mouvementiste, où en gros, ils parlent d'insurrection, ils sont là avec les gilets jaunes, ils crient à l'Assemblée parce qu'ils veulent être homogènes de la colère du peuple. Enfin, ils voient la colère du peuple et puis ils disent, bah tiens, nous, en tant que représentants politiques, on va aussi être en colère. C'est une façon de voir les choses. Et puis, il avait aussi ce côté révolution citoyenne. C'est-à-dire, on prend le pouvoir par les urnes. C'est Jean-Luc Mélenchon, c'est Papy Mélenchon qui va nous expliquer la politique depuis 1870, mais qui veut gagner l'élection présidentielle. Et il dansait toujours entre l'institution et le mouvement. L'institution et le mouvement. Moi, je pensais que là, à l'approche de la présidentielle 2027, Jean-Luc Mélenchon, il allait redevenir le Jean-Luc Mélenchon qui rassemble les Français et les Françaises, qui rassemble la gauche, qui apaise, etc. Force est de constater depuis une semaine que c'est pas l'option qui a été choisie. L'option qui a été choisie, c'est de dire la Jeune Garde, c'est nous, l'antifascisme par l'autodéfense populaire dans la rue, c'est nous, et on ne cède pas un pouce, en fait, on ne remet pas en question du tout ce qu'il s'est passé vendredi dernier, cette bataille de rue, comme il l'a appelé dans un échange avec un journaliste de la Tribune du dimanche. J'avoue que je ne comprends pas trop ce positionnement. Je pense que ça vient en partie de ce qu'a dit Yves, c'est-à-dire, ça c'est aussi quelque chose qui est très important à la France Insoumise, c'est « il ne baisse pas les yeux ». C'est Sophia Chikirou qui l'a théorisé plusieurs fois et depuis des années, ils ne baissent pas les yeux. Lorsqu'ils sont attaqués, peu importe les raisons, qu'elles soient valables, pas valables, est-ce que c'est une petite attaque, une grosse attaque, ils ne baissent pas les yeux et ils assument l'entièreté de ce qu'ils sont, ils ne veulent pas reculer. Et ensuite, le problème, c'est que moi, en tant que personne de gauche, j'aimerais bien qu'un débat s'ouvre. Qu'est-ce que c'est que l'antifascisme? Comment est-ce qu'on se bat? C'est quoi le constat? Le problème, c'est que les espaces de débat autour de la France Insoumise, les espaces de débat à gauche, du fait en partie de la France Insoumise, n'existent pas. C'est-à-dire que quand tu commences à
à poser une question, à oser dire, mais écoutez, est-ce que vous ne croyez pas que là, genre, vous avez tous les insoumis qui vous défoncent, et genre, non, centralisme démocratique, je ne sais pas quoi, on n'a pas le droit de parler, et genre, circuler, il n'y a rien à voir. Et donc ça, c'est un problème. Et on me dit toujours, oui, mais t'as qu'à... C'était pareil pour La République, c'est moi, l'affaire Quatennens, le féminisme de la France insoumise, etc. Et là, à nouveau, on me dit, non, mais là, il faut serrer les coudes, il faut faire bloc, etc. Je dis, j'entends qu'il faut faire bloc contre le fascisme, contre tout ce que vous voulez, mais enfin, quand est-ce qu'on en parle? Et en fait, on n'en parle jamais. On n'a jamais l'occasion de débattre de ces stratégies-là à gauche, ce que je pense être un peu un problème. Pour terminer, on va retourner dans les allées du salon. On y était tout au long de cette émission. Et Stéphane, je crois que vous êtes en bonne compagnie avec des producteurs. Vous allez nous faire une petite dégustation. Tout à fait, Oriane. Je suis dans un stand où on vend des produits issus de vaches salaires, parce qu'il n'y a pas de bovins physiquement ici, mais il y a quand même les produits qui sont issus de ces bovins. Et je suis avec Alexis Picaroun, qui élève des vaches salaires dans le Cantal. Alexis, quelles sont les spécificités des vaches salaires? Donc les spécificités des vaches salaires, c'est de faire majoritairement, pour la plupart d'entre elles, de la viande, de produire de la viande. On en a aussi quelques-unes qui sont traites pour faire après du lait et donc faire du fromage avec. Ici, on est avec donc, la maison Laborie, donc, qui est un acteur dans notre filière au niveau de l'association Label Rouge Salaire. Et là, on peut voir qu'il nous présente donc, du saucisson de bœuf. Donc, c'est pas du saucisson de porc, hein. Tout ce qu'on voit, c'est que du bœuf. C'est que du bœuf, voilà. Donc ici, il a même intégré dans ce saucisson un petit peu de fromage. C'est vraiment délicieux, c'est fin en bouche et c'est moins gras que le saucisson de cochon habituellement. Allez-y, goûtons-le. On peut le goûter. Celui-là, donc, il y a du fromage. Celui-là, il y a du fromage, oui. Et là, vous avez du bœuf séché. C'est vraiment très bon, très fin en bouche. Voilà. Donc, c'était pour vous dire que, en plus de vendre de la viande comme d'habitude sous forme d'entrecôte, de rhum steak, on pouvait trouver donc du bœuf sous forme saucisson. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est très important au niveau de nos habitudes de consommation de pouvoir trouver de la viande salaire sous cette forme-là. Juste un petit mot pour la filière, nous sommes à peu près 500 éleveurs à être engagés dans cette filière et nous avons à peu près 1000 animaux qui rentrent dans cette démarche chaque année et nous avons environ sur le territoire 25 points de vente. Voilà. Donc ce que je voulais vous montrer, la grande spécificité de notre race, c'est qu'on a une viande qui est très persillée. C'est ce petit bout de blanc que vous voyez au milieu du muscle. C'est ce qui donne le goût tendre de la viande. Et ensuite, on a une viande qui est vraiment rouge vif, ce qu'on retrouve rarement dans les autres races. Et donc ça, c'est pour la viande, mais il y a aussi, vous le disiez, du fromage issu des vaches salaires avec Nathalie Cambon. Bonjour Nathalie, vous faites du fromage, ce fromage qu'on voit là depuis 11 ans. Oui, c'est ça, je fabrique l'acajou, la tome fermière au lait cru de vache salaire depuis maintenant 11 ans. La famille de mon mari exploite une ferme et traite des salaires depuis 5 générations. Donc là, c'est un fromage qui est assez petit, c'est la forme que vous voulez obtenir pour ce fromage. Quel goût ça a alors, ce fromage issu des vaches salaires ? Alors déjà, le lait de la vache salaire, c'est un lait qui va être racé. Donc on va retrouver tout ceci dans les fromages au lait de la vache salaire. Notamment dans l'acajou, avec des goûts de noisettes, des goûts d'herbage de notre terroir du Cantal. Eh bien, goûtons-le alors, si je me permets. Je vous en prie. Et donc, ce fromage-là, vous le faites, c'est un fromage qui est spécial, qui est cantalou, quoi. Il n'y a que dans le Cantal qu'on le trouve. Alors oui, il est fabriqué sur notre exploitation. C'est nous qui avons déposé la marque. Mais aujourd'hui, l'acajou, nous le retrouvons un peu partout en France, chez des crémiers, chez des épiceries locales, tout ça, et un peu partout aussi en Europe. Merci beaucoup Nathalie Cambon. Tous ces produits, vous les retrouvez toute la semaine sur le salon de l'agriculture. Merci Stéphane, vous nous avez donné faim. Hein. Yves, Pablo. Ça y est, on a envie. On espère que vous allez nous en ramener, Stéphane. Merci beaucoup. On vous retrouve toute la journée dans les allées du salon. Merci Yves, merci Pablo d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve demain. Très bonne journée.